présente. Je m'appelle Fouad Cohen, je suis directeur de la société Elexpert, entre autres. Donc, Elexpert, donc c'est sous cette bannière qu'on fait la présentation aujourd'hui. Donc, ça va être une présentation purement technique, donc pas du tout commerciale. Et bon, l'idée, c'est de présenter un peu les solutions d'économie d'énergie ou pour l'efficacité énergétique en général. On va voir une partie, on n'aura pas le temps de tout voir, dans l'industrie. Donc, je remercie les amis et collègues et clients qui sont là donc, pour assister. Voilà, donc très rapidement, alors je dois pointer dans cette direction. Bon, juste Elexpert, c'est une société marocaine qui est 100% dédiée à l'efficacité énergétique, qui existe depuis 15 ans, qui développe des solutions donc, dans le domaine de système de gestion d'énergie, de tout ce qui est installation électrique aussi, et donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on parle d'un sujet qu'on maîtrise très bien aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité énergétique, pour nous, est une histoire de coût. Donc ça, c'est la philosophie sur laquelle on se base. Pour un industriel, peu importe s'il réduit les kilowattheures ou s'il réduit autre chose, c'est la facture qu'il veut voir baisser parce que c'est ça qui va donner sa compétitivité, qui va lui permettre alors, je ne sais pas si ça passe en mode automatique, je vais avoir à jongler de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Donc, finalement, ça revient à dépenser moins pour un même niveau de performance ou alors à avoir amélioré la performance à dépenses d'énergie égales. L'essentiel, c'est de réduire la facture. Et donc, dans cette facture-là, il n'y a pas que les coûts des kilowattheures, il y a d'autres coûts. Donc, on va voir dans la première partie les autres coûts qu'on pourrait avoir justement dus à l'exploitation de l'énergie dans une industrie. Alors, toujours quand on veut parler de coûts cachés, on utilise la métaphore de l'iceberg. Donc, il y a des coûts qui sont cachés généralement dans différentes activités. L'activité énergétique ne déroge pas à la règle. Et le principe, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui est apparente, va représenter la facture. Donc ce qu'on reçoit à la fin du mois, la facture énergétique qui correspond à la consommation en kilowattheure. Alors ce truc-là, je pense qu'il y a un petit décalage. Pourquoi ça? Voilà. Donc généralement, on considère que 20% du coût de l'énergie est représenté par les kilowattheures ou par la facture qu'on reçoit du fournisseur d'électricité. Et 80% sont des coûts cachés. Donc ça dépend des industries, bien sûr. Alors, dans ces coûts cachés, il y a dans ces coûts déjà la facture, donc il y a le prix d'achat de l'électricité, il y a aussi le coût du gaspillage. Quand on a des fuites d'air comprimé, quand on a des fuites de courant électrique, il y a aussi tout ce qui est gaspillage au niveau des consommations des équipements. C'est-à-dire qu'un équipement, il va consommer 100 kWh alors que je pourrais avoir un autre qui consomme 50 kWh. C'est considéré comme un manque à gagner pour l'entreprise. Ensuite, il y a tout ce qui est coûts qui sont dus à la mauvaise exploitation des équipements. Représente en moyenne 30% des coûts et à peu près 40% des coûts cachés. C'est généralement tout ce qui est coût engendré par la mauvaise qualité de l'énergie. Vous avez une industrie, par exemple, qui subit des micro-coupures, par exemple. Une industrie, par exemple, qui a un process continu, par exemple une laiterie ou une verrerie ou la autre. Ça coûte beaucoup plus cher, des micro-coupures, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait avoir comme gain sur la facture en termes de kilowattheure, si on réduit les consommations. Parce qu'il y a les coûts d'arrêt, le manque à gagner en termes de production, le manque à gagner, en fait, tout ce qui est coût fixe, tout ce qu'on va payer, les heures de chômage technique des personnes, du personnel, etc. Donc il y a, généralement, on avait fait une étude pour une laiterie il y a une dizaine d'années. On s'était rendu compte que le coût des micro-coupures, par exemple, était équivalent à 3 fois le potentiel d'économie d'énergie sur une année. Ils avaient environ 80 coupures. Chaque coupure leur coûtait en moyenne entre 200 000 et 300 000 dirhams. Une seule coupure, parce que tout le process s'arrêtait, il fallait tout redémarrer. C'est entre 3 heures et 6 heures le temps de redémarrage. Il y avait beaucoup de matières premières qu'il fallait jeter pour des raisons de sécurité alimentaire, etc. Donc ça peut parfois être très très coûteux. Et il y a les coûts de non-disponibilité des installations aussi, qui peuvent être très importants. Généralement, c'est tout ce qui est mauvaise
conception des installations, mauvaise coordination des protections et autres. Donc notre philosophie, c'est de dire, en matière d'efficacité énergétique, il faut intégrer le tout. Il y a, bien sûr, quand on fait un prédiagnostic, il faut commencer par faire un prédiagnostic pour déterminer le type d'audit approfondi qu'on doit faire. Est-ce que ça va être un audit énergétique? Est-ce que ça va être une analyse de qualité de réseau ou un audit d'installation électrique? Parce que parfois, on va s'acharner à vouloir économiser 5% sur la facture, alors qu'on perd beaucoup plus à cause de la mauvaise qualité de l'installation ou la mauvaise qualité de l'énergie, sachant qu'aujourd'hui, on a plein de solutions pour s'en prémunir. Mais, vu que le thème de la présentation d'aujourd'hui, c'est les économies d'énergie, on ne va pas parler de la qualité de l'énergie ou de la partie mise à niveau d'installation ou autre, qualité des installations. On va se concentrer sur ce qui va faire baisser les kilowattheures pour un industriel. Donc généralement, dans la démarche, donc il y a un prédiagnostic. Ensuite, une fois on a validé qu'il faut faire un audit, donc on fait un audit détaillé parce que c'est quelque chose qui va coûter cher. Donc si c'est un audit énergétique, donc on va chercher des solutions pour l'économie d'énergie. Si c'est qualité d'énergie, on va chercher des solutions de qualité d'énergie, par exemple filtrage d'harmonique, etc. Et sinon, donc, si la solution c'est d'améliorer la continuité de service, on va travailler sur la continuité de service, en fait, la coordination des protections, la qualité de l'installation. Voilà, il faut juste ce slide pour dire que la démarche d'efficacité énergétique est une démarche continue. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en une semaine et après on oublie. C'est comme le régime alimentaire. Bon, j'en parle parce que j'ai fait un régime dernièrement et je suis bien. Et donc il faut continuer à vivre de cette manière-là. Sinon, dans un an, vous allez me voir comme j'étais il y a 2 mois. Voilà, donc c'est la même chose pour l'efficacité énergétique. Alors, l'efficacité énergétique dans l'industrie, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie, l'énergie est principalement utilisée pour produire de la chaleur nécessaire au process industriel, pour le refroidissement, donc les frigos, etc., ou le refroidissement du process, ou pour faire fonctionner des machines. Donc faire tourner des moteurs, c'est le principal consommateur. Donc tout ça, ça fait fonctionner des moteurs. L'énergie, généralement, représente entre 25 et 5% du coût de production. Bien sûr, ça dépend du type d'industrie. Mais vous allez, par exemple, dans une briqueterie, elle peut représenter jusqu'à 50% du coût du produit fini. Donc, en général, un site, vu mon expérience, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je dirais on arrive à faire entre 10 et 20%. On a des cas où on a eu 40%, il y a des cas où on a 3%, bien sûr. Ça ne veut rien dire, les pourcentages. Ça dépend de l'état des lieux, ça dépend de la vétusté des machines, du mode de management, etc. Alors, généralement, les possibilités, ça c'est très important ce que je vais présenter là. C'est vraiment après mûre réflexion, on s'est dit, voilà, quelles sont les possibilités d'économie d'énergie, comment on peut les regrouper par thème. Et donc on est arrivé à 4 thèmes ou possibilités d'économie d'énergie. L'optimisation du coût d'achat, bien sûr. Ça, ce qu'on nous apprend dans les écoles de management, c'est qu'1 dirham économisé dans l'achat est l'équivalent de 10 dirhams de chiffre d'affaires. Donc c'est très très important d'économiser l'énergie, d'économiser en fait pendant l'achat. Donc c'est quelque chose qui est très rapide qu'on peut faire. Donc ça revient à négocier mieux la tarification, à adapter sa consommation aux contraintes tarifaires. Bien sûr, le coût de l'électricité au Maroc, par exemple, on a l'ONE qui fixe, en fait la loi qui fixe le coût de l'électricité. L'ONE et les régies, ils ont un tarif qui ne peuvent pas changer eux-mêmes. Et donc le coût, il est ce qu'il est. Par contre, on peut améliorer notre facture en jouant sur les aspects qui sont non liés à la consommation. Tout ce qui est taxes, tout ce qui est pénalité, etc. Donc on va voir. Ensuite, donc, on peut aussi diversifier les sources. On va voir ça pendant la présentation. Il y a aussi la lutte contre les gaspillages qui est un élément très très important dans la démarche d'économie d'énergie. Ça passe par l'analyse des comportements des usagers, la chasse aux fuites et au gaspillage. Donc c'est généralement le comportement des gens et la maintenance préventive. Ça c'est gratuit. Donc il faut vraiment s'en servir et s'appuyer sur ça. Donc ça passe par la sensibilisation des usagers, la qualité de la maintenance préventive, les systèmes de gestion d'énergie, on va voir ça, les détecteurs de fuite quand ça existe. Ensuite, on a la rationalisation des processus et des consommations intrinsèques des machines. C'est là où il y a le gros gisement. C'est vraiment choisir des équipements à haut rendement ou améliorer le fonctionnement d'un processus. Parce que généralement, on peut avoir un équipement
Dans certains cas, on peut avoir des équipements qui sont très bons, mais le processus, il est mal fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup de déperdition entre... imaginez, bon, j'ai vu ça dans ma vie, j'ai vu énormément de choses, mais je dirais dans ce domaine-là, une carrière, par exemple, où vous avez la moitié du temps, il y a toutes les bandes transporteuses qui tournent à vide. Parce que le camion qui va aller chercher, il n'y a pas de coordination entre l'approvisionnement en matières premières et le fonctionnement de, je dirais, du processus. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'investissement. Et enfin, il y a tout ce qui est remise en cause des choix énergétiques de l'infrastructure. Pourquoi j'utilise l'électricité? Pourquoi j'utilise le gaz? Il faut se poser ces questions-là. Pourquoi ne pas passer aux énergies renouvelables? Ça, c'est important. C'est quelque chose qui va demander, je dirais, de faire des choix stratégiques parce que généralement, c'est des choix à long terme. C'est des choses qui vont nous engager sur 10 ans, sur 5 ans minimum, etc. Donc voilà. Donc, alors, voilà, on va passer ce slide, il est là par erreur. Donc, on commence par les solutions. Alors, première solution, donc, pour optimiser le coût d'achat, installer des systèmes de gestion d'énergie et de surveillance des installations. On va voir les systèmes de prévention de dépassement de puissance souscrite, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui vont nous permettre d'éviter les pénalités, par exemple, de dépassement de puissance souscrite, ou alors optimiser la puissance souscrite en utilisant le stockage. Quand c'est idoine, c'est intéressant. Les solutions de compensation d'énergie réactive, bien sûr, vous les connaissez. Tout ce qui est optimisation de la puissance des transformateurs, éviter de faire des augmentations de puissance quand on a déjà de la puissance mais qu'on n'utilise pas. Il faut savoir juste l'extraire. Et alors, donc pour optimiser tout, donc le premier système, c'est le système de gestion d'énergie. Alors, le principe, c'est... Alors, toutes les littératures, la norme ISO 50001, etc., elles insistent sur l'installation des systèmes de gestion d'énergie. C'est vraiment le premier pas vers l'efficacité énergétique. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Donc, il faut savoir, si vous conduisez une voiture que vous n'avez pas les éléments de feedback au niveau du tableau de bord, vous ne pouvez pas adapter votre vitesse, améliorer, je dirais, la consommation en adaptant votre vitesse à en choisissant une vitesse économe, etc. Alors un système de gestion d'énergie va permettre de savoir combien, où, quand et comment l'énergie est consommée. On va placer des centrales de mesure, des capteurs de consommation, en fait, des compteurs d'énergie, de fluide, etc. Et on va remonter tout ça au niveau d'un système informatique qui va nous donner la répartition de nos consommations pour savoir justement combien, où, quand et comment on consomme. Et après, on se pose la question, pourquoi j'ai cette consommation? Pourquoi ça a évolué dans le mauvais sens? Pourquoi ça s'est amélioré? C'est très important, on oublie toujours de le faire. Quand on améliore sa consommation, on est content. On ne se pose pas la question pourquoi. Et donc, du coup, on ne peut pas rééditer l'exploit après, parce qu'on ne maîtrise pas, en fait, son destin. Les choses, elles vont toutes seules, et on est content jusqu'au jour où on a le retour du boomerang, parce que, en fait, c'était dû à des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc on était trop content, on a perdu du temps au lieu d'agir. Donc ça permet de fournir aussi la façon dont la facture d'énergie peut être optimisée. Justifier un investissement en efficacité énergétique parce que je sais exactement quel est mon coût de revient, quelles sont mes consommations exactes. Mesurer et vérifier les économies et la diminution de la consommation une fois que j'ai installé un système. Comme ça je peux le déployer ailleurs et donc améliorer la performance. Augmenter la productivité du processus, parce que je vais avoir des alertes en temps réel pour dire voilà, par exemple, je prends un climatiseur, dès que par exemple, le filtre commence à s'encrasser, sa consommation va augmenter de 10 à 15%. Et donc, le fait d'avoir une alerte qui me dit attention, la consommation, elle a augmenté de 10-15% ou 20%, je vais aller voir, première chose, ce qu'on a fait de la maintenance préventive au niveau des filtres, etc. Bien sûr, donc éviter les arrêts et pannes, etc. Donc ça, c'est tout un thème et on peut parler pendant 3 heures là-dessus. Ce qui est très important, c'est qu'il faut les fonctionnalités les plus importantes dans un système de gestion d'énergie, c'est qu'il doit d'abord intégrer toute forme d'énergie et de fluide, pas uniquement l'électricité, l'eau. Bon, l'eau, c'est pas une forme d'énergie, mais bon, parfois on transporte l'énergie avec de l'eau, à part dans les centrales hydrauliques où c'est une source d'énergie. Et bon, c'est plutôt l'énergie potentielle qui est une source d'énergie. Donc, les fluides, par exemple la vapeur, etc. Pouvoir avoir des rapports personnalisés automatiques pour vraiment pouvoir analyser dans le détail. Des écrans de surveillance en temps réel pour pouvoir avoir une idée globale de la situation, voir où est-ce qu'il y a le problème et recevoir des alertes en temps réel. Ça, je dirais, c'est les 4 principales fonctions. Après, il y a 36 000 fonctionnalités. On peut en parler en long et en large. Voilà. Alors, généralement, on a
c'est 14% de ROI, donc, c'est 14% d'économie en moyenne, avec un payback time de 6 mois à 18 mois. Donc toutes les littératures, elles donnent, les systèmes de gestion d'énergie, c'est la solution qui apporte le plus d'économie d'énergie, ramenée au payback time, au retour sur investissement. Encore faut-il savoir l'exploiter, parce qu'à lui seul, un système de gestion ne fait pas d'économie, mais juste le fait de savoir où, quand, combien on consomme, ça nous permet d'avancer, de faire beaucoup d'économies. Alors on a des systèmes sur cloud, donc on peut avoir des systèmes sur serveur local de type SCADA, donc il y a plein de solutions. Après, c'est des considérations autres qui vont déterminer cela. Système de contrôle dépassement de puissance souscrite, le principe c'est de délester, c'est-à-dire que la difficulté dans la gestion des dépassements de puissance souscrite, c'est qu'il faut faire de la prévision. C'est un peu d'intelligence qu'il faut avoir dans les équipements. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, machin, bon, c'est des gros mots. Mais je dirais là, c'est plutôt donc, le fait de faire de l'apprentissage, du machine learning, c'est-à-dire que le système, il va analyser le comportement de l'installation pendant les semaines passées, les mois passés, etc. Il va commencer à faire des prédictions. Pourquoi? Parce que la puissance souscrite, en fait, ce qu'on appelle l'indicateur de maximum dans la facture de l'ONE, c'est l'énergie intégrée sur 10 minutes ou sur 15 minutes selon les pays. Et donc, on fait par exemple, on va mesurer pendant 10 minutes l'énergie, et à la fin, on va multiplier par 6, et ça va nous donner la puissance moyenne. Et c'est cette puissance moyenne qu'on va diviser par le cosinus phi moyen du mois pour dire quelle est la puissance appelée en kVA, qu'on va comparer à la puissance souscrite. Et donc, si on dépasse, on paye des pénalités. Si on ne dépasse pas, on paye ce qu'on a souscrit. On ne paye pas ce qu'on a appelé. Par exemple, si vous avez appelé 100 kVA et que vous avez 1000 kVA de souscrit, vous allez payer pour 1000 kVA. Ça fait 37 dirhams ou 36 dirhams hors taxe, le kVA. Donc, vous allez payer 36 000 dirhams, quel que soit X. Maintenant, si vous dépassez, vous allez payer 50% plus cher, le dépassement. Et donc, avant que ça n'arrive, il faut que le système dise, avant la fin des 10 minutes, il faut qu'il me dise, attention, vous êtes en train de surconsommer, vous allez dépasser la puissance souscrite. Est-ce qu'il y a des départs qu'on peut délester pour réduire l'appel de puissance, la consommation d'énergie pendant ces 10 minutes. Et du coup, il faut que le process se prête à ça. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas d'une carrière, c'est quelque chose de facile. La carrière, on a le concasseur, le broyeur, donc c'est ce qu'on appelle la partie primaire, par exemple. Après, on a du stockage. Après, on a les convoyeurs qui vont aller vers le tertiaire, etc. Et donc, si on a assez de stock, et vu que le broyeur et le concasseur sont des gros consommateurs, par exemple, dans une carrière, on peut bien les arrêter. Parce qu'on doit les arrêter pendant moins de 10 minutes, juste le temps que ça passe. Bien sûr qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de, je dirais, de permanent, parce que sinon, on va tout le temps arrêter, on ne va jamais produire. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui arrive 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et donc, le principe, c'est de déplacer la pointe, donc de manière à ce que, en réduisant, parfois, donc ça, c'est une solution qui existe, qui n'est pas très chère. Donc on va choisir les départs qu'on veut délester. Par exemple, on a déjà fait des solutions pour... par exemple, dans le bâtiment, on va arrêter la clim, par exemple, dans les grands bâtiments. Donc on a beaucoup de clim, donc on a l'inertie thermique. Par exemple, un frigo dans l'industrie, on peut l'arrêter. Parce que si on l'arrête pendant 10 minutes, ça ne va pas avoir un impact, je dirais, sur la température. Elle va évoluer de 0,25 degrés, par exemple, si on a une bonne isolation thermique. Et du coup, on peut même l'arrêter pendant une demi-heure, le temps que, je dirais, le risque passe de dépassement de puissance. Alors après, les fonctionnalités importantes à exiger dans ce genre de système, avoir minimum 4 départs, parce que ça n'a pas de sens d'enlever un seul départ. Parfois, on ne peut pas, un seul ne suffit pas. Le système, il va enlever le premier, il va voir que ça ne suffit pas, il doit enlever le deuxième, ça ne suffit pas, il va arrêter un troisième départ. Après, il va le relester aussi progressivement pour éviter d'avoir un dépassement. Il faut pouvoir visualiser en temps réel le fonctionnement de l'installation pour vérifier que tout fonctionne correctement, pouvoir gérer les tranches horaires, gérer manuellement, automatiquement. Il y a des gens qui n'aiment pas que le système prenne en main tout, donc ils veulent avoir la commande. Le système doit me permettre de voir la situation, et donc moi j'appuie sur les commandes pour dire j'arrête ça, j'arrête pas ça, etc. Et donc prioriser les charges aussi en termes de connexion, déconnexion. Généralement c'est des économies de 5% en moyenne. Alors c'est quand je dis les économies, c'est des moyennes. Il y a des cas où on va avoir 10%, il y a des cas où on va avoir 2%. Tout dépendra de la situation qu'on a, avec des retours sur investissement généralement de 2 ans ou de moins, parce que c'est un système qui ne coûte pas très cher. Après, on peut aussi travailler sur des systèmes d'optimisation de la puissance souscrite, qui ne va pas faire appel au délestage. Dans certains cas, on ne peut pas délester, parce que le système il est continu, parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas arrêter des machines.
Il faut qu'on continue à produire toute la chaîne et tout ça. Et dans ce cas, le système, il consiste à emmagasiner de l'énergie dans des batteries et la restituer au moment où il y a le besoin, il y a le risque de dépassement. Donc c'est le principe, c'est ça. Alors c'est une solution, c'est la solution idéale pour réduire les pics quand on a des pics très importants. C'est-à-dire qu'en moyenne, moi je fonctionne par exemple à 300 kW en puissance. Et il y a des moments, par exemple le premier jour de la semaine ou le démarrage le matin, on arrive, le process il est comme ça, je ne peux pas décaler. Je suis à 700 kW pendant 10 minutes ou 20 minutes. Et après, toute la journée, je suis à 300 kW. Donc je serai obligé de prendre une puissance souscrite équivalente à 700 kW, alors que moi, je n'utilise que 300. Donc je vais emmagasiner l'énergie dans des batteries. Pendant le démarrage du système, automatiquement, il va injecter l'énergie venant des batteries qu'il a emmagasinées pendant les tranches horaires, en fait les heures creuses, pour donner les 400 kW dont j'ai besoin pendant le début de la journée. Après, il se recharge lentement pendant les heures creuses. J'en ai plus besoin. Donc la condition, c'est d'avoir des pics très importants, plus la différence entre la puissance appelée moyenne et le pic est importante, plus c'est rentable. Avoir des pics qui sont peu fréquents, 1 à 2 par jour, si on en a toutes les heures, c'est pas possible parce la batterie ne va pas tenir longtemps. On va la charger, la décharger, la charger, la décharger. Au bout de 2 ans, vous allez devoir changer votre batterie. Et qu'il soit inévitable, c'est-à-dire je ne peux pas décaler parce que la solution la plus simple, c'est d'éviter le pic. Donc si j'ai un pic qui est dû au démarrage de 3 machines en même temps, je me pose d'abord la question, pourquoi ne pas décaler, démarrer la première, attendre 10 minutes, démarrer la deuxième, puis 10 minutes, démarrer la troisième. Ça, je peux le savoir si j'ai un système de gestion d'énergie. Parce que je sais exactement d'où viennent les consommations. Et dans ce cas-là, donc si on ne peut pas faire ça, on va chercher cette solution-là ou l'autre solution qu'on a vue avant. Donc ça, c'est une solution qui est quand même un peu plus coûteuse. Le principe de fonctionnement, c'est celui-là. Donc c'est que le réseau, donc, en fait, on va éviter de dépasser la puissance qu'on a souscrite. Et donc au moment où on a le risque de dépassement, on a le système PCS donc, qui va prendre des batteries et qui va alimenter. Donc on a une partie de l'alimentation qui vient du réseau, dans la limite de la puissance souscrite, et le reste qui arrive de la batterie, dans laquelle on a stocké pendant les heures creuses. Et dans ce cas-là, pendant les heures creuses, ça peut être aussi utilisé, ce système-là, on peut aussi l'utiliser pour réduire le coût pendant les heures de pointe aussi. Si par exemple j'utilise pendant 1 heure, les heures de pointe, elles durent 4 heures, si par exemple j'ai 1 heure de consommation, les heures de pointe où je ne peux pas éviter, moi je m'arrête à 18 heures et les heures de pointe démarrent à 17 heures, et je ne veux pas décaler, je ne veux pas arrêter mon process, ça me coûterait trop cher parce que j'ai des commandes à faire et autres. Donc je peux utiliser ce système-là aussi. Je stocke pendant la nuit, ça coûte moitié prix que pendant les heures de pointe, et pendant 1 heure je donne. Donc tout dépend après, le système on le dimensionne comme on veut. Voilà, donc on va passer ça parce que sinon on va retour sur investissement 3 à 5 ans. Compensation de l'énergie réactive. Donc tout le monde connaît la compensation de l'énergie réactive. On utilise des condensateurs en général, mais pas que. Aujourd'hui on a les SVG, les Static Voltage Generators. Ça on pourra en parler l'année prochaine, parce qu'il y aura du nouveau dans ce domaine-là, donc je vous l'en laisse en priorité. Mais la compensation de l'énergie réactive, le principe, c'est juste qu'on a un déphasage entre la tension et le courant. Et donc ce déphasage-là, il va faire qu'on va faire appel à une énergie réactive importante du réseau qui va surcharger les lignes de l'ONE, qui va surcharger le transfo, et l'ONE nous taxe si on descend au-dessous de 0,8 pour les clients moyenne tension et 0,9 pour les clients haute tension. Alors il faut savoir qu'on est un des rares pays au monde qui est encore à 0,8. J'étais étonné, je parlais avec un confrère turc il y a 2 semaines, il me disait qu'en Turquie, ils étaient pénalisés si le COSFI descendait sous 0,98. C'est extraordinaire. En France, c'est 0,93. Nous, c'est 0,8. Donc déjà, on a de la marge. Donc déjà, l'ONE, vraiment, il souffre, mais bon, c'est comme ça. Donc on va utiliser des batteries de compensation pour réduire le déphasage entre la tension et le courant. Donc c'est l'un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour réduire, parce que d'où vient le mauvais COSFI? Ça vient généralement du mauvais dimensionnement, du surdimensionnement des machines. Quand on a un moteur qui est trop surdimensionné, le COSFI va baisser. Et donc, quand il est bien dimensionné, le COSFI va être au moins de 0,86, 0,9. Généralement, on n'a même pas besoin de mettre des batteries de compensation si on a une installation bien dimensionnée. Donc, il va permettre d'optimiser la puissance souscrite, parce qu'on a vu que c'était la puissance max divisée par le COSFI. Donc, plus le COSFI va monter, plus je vais souscrire moins.
Ça va me permettre d'éviter les pénalités de facteurs de mauvais cause-phi et réduire aussi les pertes par effet Joule dans l'installation, diminuer les chutes de tension dans le câble, réduire la charge sur le transfo, améliorer le rendement global de l'installation. Mais attention, ce n'est pas une solution sans risque. Les industriels le savent trop bien. Les batteries peuvent exploser quand on a le phénomène de résonance, quand elles commencent à absorber des harmoniques. Et donc, ce phénomène-là, il faut en tenir compte quand on dimensionne les batteries. Très rapidement, juste là, on va pas, c'est pas un cours de... je dirais, on pourrait en discuter dans d'autres séminaires, mais en fait, quand on met une batterie en parallèle, si, par malheur, la fréquence de résonance de cette batterie, en fait, la valeur de cette batterie-là par rapport à la puissance de court-circuit du lieu où on est, fait qu'on est sur une fréquence qui existe dans le réseau, c'est-à-dire une fréquence d'harmonie qui existe dans le réseau, elle va commencer à amplifier cette fréquence-là. Et donc, il va appeler, elle va fonctionner comme un filtre. Elle va appeler cette fréquence. Vous savez que normalement, la fréquence du réseau, c'est 50 Hz. Mais du fait qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus de convertisseurs statiques, onduleurs, variateurs de vitesse, etc., on va déformer la forme d'onde. Et donc, au lieu d'avoir que 50 Hz, qui est le fondamental, on va avoir d'autres fréquences multiples de 50 Hz. Et c'est ces fréquences-là qui créent le problème. Donc si par exemple j'ai 250 Hz et que par malheur ma fréquence de résonance elle est de l'ordre de 250 ou proche, tous les harmoniques de 50 Hz dans le voisinage et chez moi, ils vont venir passer par ce condensateur vers la Terre, parce que pour eux c'est un court-circuit. Et donc du coup, le condensateur il est surchargé, il peut exploser, ça prend feu, etc. Donc la solution c'est de soit surdimensionner les condensateurs quand c'est une résonance qui est light, mais sinon la meilleure solution c'est de mettre des selfs anti-harmoniques en choisissant la bonne fréquence de résonance. Donc voilà, donc ça bon je vais passer rapidement. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, les gens ils se disent est-ce que cos phi 1 c'est vraiment on peut arriver à un cos phi égal à 1 parce que cos phi 1 c'est le maximum, c'est-à-dire qu'on est parfait. Oui, tout simplement, c'est très facile. Il suffit de bien dimensionner sa batterie de compensation et le système de régulation qui va avec. Si j'ai des charges rapides, il faut une commutation rapide des gradins. Si j'ai une variation lente des charges, eh bien, je vais utiliser juste des contacteurs et je vais mettre suffisamment de capacité dans ma batterie pour atteindre un cos phi égal à 1. Donc ça, c'est l'idéal. Cos phi égal à 1, ça veut dire que je ne tire pas du tout d'énergie réactive de chez l'ONE, je la produis moi-même, en interne. Donc généralement, c'est des retours sur investissement de l'ordre de 6 mois à 2 ans maximum, selon les types de batteries de compensation. Il y a aussi une solution qui va nous permettre de réduire les coûts liés à l'énergie. Là, vous voyez, on ne parle pas encore de kilowattheure. On parle que de comment optimiser la facture. Par exemple, un industriel, il y en a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, qui a besoin de rajouter une machine. Il a un transfo de 1000 kVA, et le transfo, il est à la limite. Dès qu'il rajoute une charge, tac, ça déclenche. Et l'idée, c'est de dire, ouais, ok, bon, il faut que je passe à un autre transfo, par exemple, de 400 kVA. Manque de peau, quand il va voir l'ONE, ils lui disent bon, écoute, il n'y a pas de disponibilité, on ne peut pas te donner. Ou alors, ça lui coûte trop cher. Parce qu'il faut payer la ligne, et renforcer la ligne, etc. Au minimum des cas, il va payer au moins 750 dirhams par kVA qu'il va rajouter. Puissance installée. Donc il va, par exemple, rajouter 400 kVA, ça va lui coûter 200 000 dirhams ou 300 000 dirhams. Alors qu'il n'a pas regardé si c'est dans son transfo. Le fait que ça déclenche, ce n'est pas dû au fait aussi qu'il y a beaucoup de charges indésirables qui sont là. Et donc, bien sûr, le fait de faire un audit énergétique, de réduire la consommation, ça va permettre de réduire la demande. Mais on ne va pas jusque-là. Généralement, on a tout ce qui est courant, on a vu l'énergie réactive, les harmoniques, ça consomme beaucoup dans un transformateur. Et donc, en général, de par mon expérience, minimum, j'ai jamais été chez un industriel au Maroc et on n'a pas réussi à dégager au moins 25% de puissance. C'est-à-dire que dans son transfo, il suffit d'éliminer en temps réel l'énergie réactive qui transite par son transfo, d'éliminer les harmoniques qui remontent vers son transfo, et je réduis de 25-35% la puissance. Et donc, pour lui, c'est un gain parce qu'il n'a pas besoin de rajouter un nouveau transfo, d'investir, etc. Avec son transfo, il y a des gens qui, depuis 20 ans ou 15 ans, ils continuent à fonctionner avec le même transfo, alors qu'il y a 15 ans, le disjoncteur, il déclenchait. On en a plein comme ça. Donc, le principe, c'est ça. Donc c'est qu'on va mettre en leur soit un générateur de réactifs, un filtre d'harmonique, parfois même du stockage si c'est nécessaire. Et donc l'idée c'est de pouvoir mesurer en fait ce qui transite, ce qui vient du réseau et optimiser la puissance, gérer la puissance de manière à ce que je ne laisse que la puissance active qui passe par le transfo. La puissance active,
c'est la puissance utile. C'est ce qui fait tourner les moteurs. La puissance réactive, elle n'est là que pour aimanter le circuit magnétique. Donc elle ne consomme pas d'énergie, mais elle me dérange parce qu'elle me surcharge les câbles et les transformateurs et elle crée de la chute de tension. Donc elle dégrade le fonctionnement de mon réseau. Donc l'énergie, les harmoniques, c'est complètement inutile. Moi je dis toujours, les harmoniques pour moi c'est comme le cancer pour le corps humain. Bon, il n'y a pas que les humains qui ont des cancers, mais je dirais tous les mammifères. Mais en tout cas, c'est comme le cancer. Donc c'est quelque chose qui va vivre avec nous et qui va à un certain moment vraiment détruire de l'intérieur les réseaux. Donc voilà le principe de fonctionnement. Donc le transfo il est surchargé parce qu'il tire du réactif en plus de l'actif en vert. On a du réactif en bleu et il y a des harmoniques qui remontent. On va mettre un système qui va permettre de donner le réactif localement et d'absorber les harmoniques. Et on va pouvoir soulager ce transfo de 25% par exemple. Si on veut encore dépasser la puissance du transfo, on peut aussi utiliser le PCS qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même système. On va stocker de l'énergie quand on en a besoin ponctuellement, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est le système dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut par exemple un transfo de 1000 kVA, je travaille à 1500 kVA pendant certaines heures par exemple avec ce transfo. L'idéal bien sûr, j'ai un transfo de 1000 kVA, je le fais tourner à 1000 kW. 1000 kVA, 1000 kW, cos phi égale à 1 en temps réel. Et ça demande que en fait, le système là, ce n'est pas des condensateurs, c'est généralement ce qu'on appelle des SVG, des Static Var Generator, c'est-à-dire qu'on va générer, c'est comme un filtre d'harmonique actif, on va générer une onde de courant qui est en quadrature de phase par rapport à la tension, c'est-à-dire un décalage de courant, il est en avance de 90 degrés par rapport à la tension, ce qui fait que ça sera de l'énergie réactive. Et donc ça va être généré à la milliseconde près. Voilà, donc voilà, on va passer. Donc réduction de puissance jusqu'à 35%, des retours sur investissement de 1 à 2 ans, tout dépend de la situation, bien sûr, tout dépend du coût, etc. Alors maintenant on va passer au kilowattheure, enfin. Donc on va parler comment réduire les kilowattheures. Alors il y a le plus souvent dans les process industriels, ce qu'il faut savoir, c'est que le gisement d'économie, il est dans le process. Généralement les gens qui font l'audit énergétique, ils vont s'intéresser aux utilités, mais le process, ils l'oublient. Et c'est là où il y a le gros gisement d'énergie. Et donc là, il faut se faire aider par des spécialistes du métier considéré pour rentrer vraiment dans le détail et essayer de voir comment optimiser le process. Alors, généralement, donc, on va installer des variateurs de vitesse sur les moteurs. Donc, on va voir dans quelles conditions. On va pouvoir aussi, aujourd'hui, on a des solutions pour les applications moteurs à vitesse constante. L'automatisation, la régulation, en fait. La régulation, elle permet de ramener de grosses économies d'énergie. On va voir le cas de l'air comprimé rapidement. Et quelques équipements économes d'énergie aussi. Le fait d'utiliser, par exemple, un équipement... Tout à l'heure, notre confrère de l'AME, il en a parlé. Le fait de ramener un équipement qui est déjà efficient, c'est déjà un grand pas vers l'économie d'énergie. Au lieu d'acheter une machine qui a un rendement de 0,8, j'ai une machine de 0,9, bah je gagne 10%. Déjà tout de suite. Après, c'est un calcul de retour sur investissement. Alors, pour l'optimisation des process à vitesse variable, généralement, elle ne concerne que le pompage, la ventilation et la compression. Pourquoi ? Parce que c'est des couples variables. Le couple, il va résistant, il va varier. Et en fait, le fait de varier la vitesse ne dérange pas le process. Par exemple, un extracteur. Alors, ça toujours, je donne l'exemple d'une voiture. Imaginez que les voitures qu'on a, ils n'ont pas d'accélérateur. Donc, quand vous pas toutes les autotamponneuses qu'on a dans les foires, vous n'avez que le frein. Vous relevez votre pied, elle démarre, la voiture. Et donc, pour réguler la vitesse, il faut freiner. Vous imaginez la perte d'énergie qu'il y aura dans ce système. Parce qu'en fait, quand je freine, j'utilise des pertes. Et donc, j'augmente. Donc, j'ai de la pleine puissance. Et pour ne pas l'utiliser, parce que j'ai besoin que de 20%, je vais freiner pour éliminer 80%. Ça va aller chauffer les oiseaux et les autres, tout ce qui est dans l'air. Et donc, du coup, c'est de l'énergie qui est perdue. Et donc, le principe, c'est juste doser. Alors, ce qui se trouve que dans le pompage, la ventilation et la compression, le fait de varier la vitesse permet de varier aussi le débit. Et donc, d'avoir le débit dont on a besoin. Alors, jusqu'à maintenant, on utilisait, par exemple, dans le cas du pompage, on utilisait des vannes. Alors, si j'ai ici la courbe, par exemple, pression-débit, j'ai une vanne, donc c'est la courbe qui est en pointillé. Ça c'est la circuiterie. Et la vanne, donc selon qu'elle soit ouverte ou fermée, je vais faire bouger donc le point de fonctionnement de manière à avoir la pression que je veux. D'accord ? Ça fait que j'ai beaucoup de pertes de charge. Et donc, en fait, c'est comme l'histoire du frein. Donc, le frein ici, c'est les pertes de charge. En fait, quand je ferme ma vanne, j'augmente les pertes de charge. En fait, s'il n'y avait pas l'eau qui est froide, si je mets ma main, je brûle ma main, je brûlerai ma main.
parce que ça chaufferait trop, parce qu'il y a des pertes de charge. Et quand j'ouvre complètement, je laisse écouler donc tout le débit. Et donc, le principe avec le variateur de vitesse, c'est qu'en fait, je ne vais pas changer la caractéristique de ma circuiterie, je n'ai pas de vanne. Par contre, c'est la caractéristique de la pression au niveau carrément de la pompe que je vais changer avec le variateur de fréquence. Parce qu'il se trouve que la pression qu'il va donner, elle est directement proportionnelle à la vitesse à laquelle elle va tourner la pompe. La même chose pour un ventilateur. Donc ça, c'est juste pour la partie théorique. Et donc, j'élimine toute la partie orange qu'il y avait là, toute la partie perte de charge. Et je vais vous donner... alors ça, c'est un exemple juste pour donner... Ça, c'est un TP qu'on fait à l'école. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, donc on fait des TP comme ça. Là, on a, avec une vanne de régulation, par exemple, à 60% du débit, je peux passer de 70% de consommation à 20%, par exemple, avec un variateur de fréquence. Alors, une astuce, comment savoir très rapidement, vous, en tant qu'industriel ou qu'auditeur, qu'il y a un potentiel d'économie d'énergie en installant un variateur? C'est tout simplement, vous voyez la pression à laquelle vous travaillez. Si, par exemple, vous avez une pompe qui délivre 10 bars et que vous avez 4 bars pour l'utilisation et qu'il y a une vanne qui est à moitié fermée, il y a un gros potentiel d'économie d'énergie. C'est-à-dire, à partir de 20% de débit, par rapport au débit nominal, vous faites des économies de l'ordre de 40%. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est très simple. Vous voyez que quelqu'un il a une vanne pour régler le débit. Par exemple, les gens qui font de l'irrigation. La vanne, elle est à moitié fermée. Lui, il a besoin de fonctionner à 4 bars, mais il a une pompe de 10 bars. Il aurait dû avoir une pompe à 4 bars, mais bon, personne ne prend. On a toujours besoin de surdimensionner. Et donc là, il met un variateur, il fait des économies. Après, il y a des tas de logiciels sur Internet qui vous permettent de calculer le retour sur investissement. La même chose pour la ventilation. On a des ventelles, donc pour régler le débit. Là aussi, c'est des pertes de charge. Alors, généralement, on peut réduire la consommation de 10 à 40%. On va améliorer le facteur puissance d'installation parce qu'un variateur de vitesse, comme c'est un convertisseur DC, AC, DC, DC, AC, on n'a que de l'énergie active qu'il consomme. Et donc, du coup, le COSFI, automatiquement, il est de 1 en amont du variateur. Donc, c'est des retours sur investissement très rapides, de 1 an à 3 ans. Pour les process à vitesse constante, je vous invite à visiter notre stand, donc c'est Meilleure Énergie à côté. Donc il y a un économiseur comme ça parce que c'est tout nouveau. Ce qui est très important de savoir, c'est jusqu'à maintenant dans l'industrie, on n'avait pas de solution à ce cas-là. C'est-à-dire que j'ai une application, par exemple une bande transporteuse ou un ascenseur ou un monte-charge ou un malaxeur, etc. Un agitateur, par exemple, il doit fonctionner à une certaine vitesse. On ne peut pas varier la vitesse. Mais le couple, il est variable. Prenez le cas, par exemple, d'un ascenseur. Il monte à vide, il monte avec 2 personnes, avec 10 personnes. Ce n'est pas la même charge. Donc la charge, elle varie dans le temps. Et en fait, il se trouve que pendant qu'il fonctionne à faible charge ou à vide, c'est les pertes fer qui sont prépondérantes. Or, ces pertes-là, elles sont proportionnelles au carré de la tension. Et donc, si pendant ces périodes-là, je réduis la tension de manière considérable, je réduis énormément les pertes fer, et du coup la consommation de mon moteur. Alors ce n'est pas aussi spectaculaire qu'avec les variateurs de vitesse, mais c'est une solution qui est très intéressante parce qu'en moyenne on va pouvoir faire des économies de l'ordre de 5 à 7% sur le cycle entier. Pendant la marche à vide, on peut faire jusqu'à 50% d'économie. C'est-à-dire le moteur, par exemple, il consomme 1 kW à vide, il va commencer à consommer 500 ou 550 watts. Et donc c'est des économies qui sont assez intéressantes. Ce qui est très intéressant, c'est surtout le retour sur investissement, il est de l'ordre de 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est ça le principal. Donc jusqu'à 5-7% d'économie, 1 à 3 ans selon les cas. Alors maintenant, pour l'air comprimé, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Alors l'air comprimé, ce n'est pas de l'électricité, mais ça fonctionne à l'électricité. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Ça coûte 7 fois plus cher que l'électricité. Mais les gens croient qu'il est gratuit dans les usines. Et ils l'utilisent à des fins pour lesquelles il n'est pas fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le rendement d'un compresseur n'est pas énorme. Il ne dépasse pas les 10 à 20%. Donc déjà, il y a beaucoup de pertes dans un compresseur. Et la circuiterie, elle consomme aussi parce qu'il y a des pertes de charge. Et la première question que je dois me poser, est-ce que j'ai besoin d'une circuiterie? Pourquoi, si j'ai besoin qu'il y ait 3 ou 4 machines, je mets le compresseur juste à côté? Pourquoi le mettre à l'autre bout de l'usine, faire tout un réseau, etc. Première question. La chasse aux fuites, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une usine normale, vous allez chez vous, dans votre usine, si vous vous dotez d'une caméra, aujourd'hui il y a des caméras acoustiques qui mesurent les fuites d'air comprimé, vous allez trouver qu'au minimum, vous avez entre 30 et 40% de fuites. C'est-à-dire
que votre compresseur, il génère que 60% de ce que vous allez utiliser. Et le reste, il va dans les fuites. Parce que les fuites sont inévitables dans l'air comprimé, parce qu'il y a des raccords rapides, etc. Mais en faisant des campagnes de maintenance, on peut réduire à 15%, suivre. À chaque fois, ça monte à 20, 25, je fais une campagne et je réduis, etc. Donc il faut pouvoir mesurer ça. Il faut aussi, bien sûr, dimensionner au plus juste, parce que c'est la même chose qu'on a vu pour les pompes. J'ai besoin de 4 bars ou de 5 bars pour faire fonctionner ma presse. Et moi, j'ai un compresseur 10 bars et j'utilise un détendeur, pour réduire la pression. Pourquoi, dès le départ, ne pas régler le compresseur pour donner 6 bars ou 5 bars et demi? J'ai des pertes de charge de 1 bar dans le circuit et j'arrive à 4 bars et demi à côté de la machine, je règle à 4. Je fais des économies de 30-40%. Ça, c'est très très important. On oublie souvent de le faire, de régler la bonne pression. Voilà, donc j'ai précédé ce truc. Bien sûr, l'entretien, c'est très important. Une dérive de température au refoulement du compresseur vous indique que votre compresseur ne fonctionne pas normalement. Il y a des problèmes. Le fait de suivre la température de refoulement du compresseur est très très important. Le contrôle de l'huile, etc. Maintenant, on va passer à la chasse au gaspillage. Toujours, on revient au système de gestion d'énergie. Comme dit notre cher maître Peter Drucker, c'est un des grands penseurs en termes de management, ce qui se mesure se gère. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne mesure pas, on ne gère rien. Et donc, le fait de savoir combien, où, quand et comment l'énergie est consommée, le fait de pouvoir recevoir des alertes sur les dérives en temps réel quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je reçois une alerte qui dit « ça ne va pas », ça me permet de faire prendre conscience aux exploitants, aux utilisateurs, sur l'impact de leurs actions au quotidien. Imaginez votre collègue au bureau. Moi, j'ai vu ça, mais des millions de fois. Les gens, ils laissent les machines en train de tourner et ils vont prendre leur pause de midi 14h. Ils croient que ça ne consomme pas grand-chose. Les gens, ils laissent la clim pendant la journée, pendant la nuit, alors qu'ils ne sont pas là, parce que le matin, ils veulent rentrer, trouver le bureau qui est frais. Ils laissent les ordinateurs ouverts, etc. Le système de gestion, il va permettre de voir que pendant les heures, par exemple, on va lui dire, nous, on travaille de 8h à 16h, ou à 18h ou à 20h. Au-delà, s'il y a une consommation qui est au-delà de, par exemple, 1 kW, envoyez-moi un email. Et je sais qui a laissé son climatiseur ouvert, etc. Je peux aller le voir, le sensibiliser. Le fait qu'il sache que je peux revenir le lendemain parce que j'ai un mouchard, croyez-moi, ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Alors ensuite, sur les fluides, on va passer ça parce qu'on va voir les exemples. Ça, alors là, une étude de cas. Tout ce qui est, par exemple, sur les fluides, il y a tout ce qui est calorifugage, par exemple, pour tout ce qui est chauffage, tout ce qui est vapeur, réseau d'eau, etc. Là, c'est un cas réel d'une usine à Casablanca. Ils ont un réseau vapeur à 175 degrés, à 10 bars, une tuyauterie de 100 mètres, pas 10 mètres, sur laquelle on avait travaillé, qui était non calorifugée. C'est une multinationale américaine en plus. Ce n'est pas que les sociétés marocaines qui sont dans ce cas. Dans ce cas-là, c'est une grande multinationale. Donc, température de l'air, elle est à 20 degrés. On a calculé pour le réseau intérieur, c'est-à-dire la tuyauterie, la partie qui passe à l'intérieur de l'usine, pour 100 mètres de tuyauterie. Les déperditions thermiques, elles sont de 1125 watts par mètre. Ça leur coûte 112,5 kilowatts d'énergie qu'ils laissent passer pour chauffer les oiseaux encore. Bon, à l'intérieur, c'est des mouches. Et donc, sa consommation de 9 tonnes de fuel, l'équivalent par an, ces fuites-là. Ça va très vite. 41 000 dirhams avec l'ancien prix du fuel, là, parce que ça, c'est un vieux slide. À l'extérieur, c'est encore pire. On a calculé avec une vitesse de vent que de 20 km par heure. C'est une petite brise quand il fait beau et tout ça. Donc, 20 km par heure. 264 kW de perte pour 100 mètres. 108 000 dirhams, le coût au coût ancien du fuel. Parce qu'il y a 24 tonnes de fuel qu'on va brûler pour les pertes. Alors que si on met un calorifugage, ça va nous coûter 350 dirhams le mètre. Donc dans ce cas-là, ça va être 35 000 dirhams. Et le tour est gagné. Regardez le gain qu'il y a. Donc le calorifugage est très important, par exemple, dans ce cas-là. Autre chose, pour l'air comprimé, les mauvaises utilisations, les comportements. Donc c'est la suite de l'air comprimé. Trop souvent dans les industries, vous avez des gens qui utilisent l'air comprimé pour nettoyer. Ils l'utilisent pour sécher. Il n'est pas fait pour ça, l'air comprimé. Sauf si ça rentre dans mes coûts. Dès le départ, je sais que mon process, il va être fait pour ça. Une fois, je me rappelle, je faisais un audit énergétique d'un fabricant d'ourdis, d'agglomérats, les ourdis, là, les briques. Et en fait, dans le moule, quand il descend, donc il va faire la brique, il remonte.
Et les gars, ils utilisent l'air comprimé à 10 bars pour nettoyer. Je lui dis, mais vous utilisez un balai. Ah, il me dit, mais ça, c'est nos habitudes. Je dis, mais attends, un balai, ça coûte rien. Si vous voulez utiliser l'air comprimé pour les particules fines, je comprends. Mais vous le mettez à 10 bars, comme ça, juste comme un Karcher, pour éliminer des grosses pierres comme ça, c'est pas possible. Et donc ça a permis une économie d'énergie chez eux de 50% sur la partie air comprimé. Et rien que le fait, quand j'ai parlé à son patron, bien sûr, il a tout de suite écouté, ils ont mis le balai, et donc avec un petit balai, on a fait des millions d'économies d'énergie. Donc ça, c'est très important. Après, maintenant, ça, c'est les caméras acoustiques aujourd'hui qui existent. Ça vous permet d'avoir exactement où il y a des fuites d'air comprimé et vous donner exactement le montant c'est le nombre de mètres cubes ou le débit de fuite. Mais il y a aussi les équipements un peu moins chers qui permettent avec des casques, mais là, ça demande des formations assez... Tout ça, c'est des éléments acoustiques, des appareils qui fonctionnent avec les ultrasons, qui vont détecter les fuites à distance. Et donc, ça va permettre de localiser les fuites pour faire de la chasse aux fuites. Mais ça, c'est très intéressant, ce slide. C'est pour voir, par exemple, qu'une pression de 7 bars, un orifice de 1 mm, il fait 4,7 normomètres cubes par heure de fuite. C'est énorme. 1 mm. Bien sûr, plus la pression augmente, plus on va perdre. Et là, c'est un slide que j'ai pris chez l'agence française de l'équivalent de l'AME, on s'appelle l'ADEME en France. Donc là, il donne des coûts. Par exemple, un trou de 1 mm à 7 bars, il va faire 220 € par an que ça coûte. 3 mm, c'est 2000 €, 20 000 dirhams, etc. Enfin, la rationalisation des consommations intrinsèques des machines. C'est-à-dire que le principe, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut choisir des équipements à haut rendement. Dès le départ. Moi, je vais faire un investissement. Je dois demander à mon fournisseur de me fournir un équipement à haut rendement. J'ai une machine, la machine doit comporter des moteurs à haut rendement, etc. Vous avez aujourd'hui, par exemple, Boeing, il a pris une grande avance sur Airbus à cause de ça. Il y a 10 ans, je me rappelle, il y avait on lisait les journaux dédiés à ça, et Boeing, il disait, nous, on va lancer le Dreamliner. C'est un avion très économe d'énergie parce que dans 5-6 ans, les gens, ils vont décider d'acheter un avion parce qu'il est économe ou pas. Ça va être le premier critère de choix. Les Européens, Airbus, ils ont dit non. On va faire les plus gros avions du monde parce que les compagnies aériennes comme Emirates et tout ça deviennent de plus en plus grosses et ils voudront transporter des centaines de gens d'un coup. Et donc ça va faire des économies. Résultat des courses, A380 maintenant, il est arrêté de commercialisation, abandonné. Dreamliner, il est leader, il a 80% de part de marché dans son segment. Parce qu'ils ont compris avant les autres que les gens aujourd'hui, ils prenaient en considération le coût d'exploitation dans leur coût de revient. Il dit, ma machine par exemple, mon avion ou ma machine, elle va fonctionner pendant 30 ans. Pendant ces 30 années, combien elle va me coûter? Le coût d'acquisition, il est de X, 100 par exemple, mais chaque année, je dois dépenser 100 pour la faire fonctionner. Et donc sur 30 ans, c'est très important, ça devient prépondérant par rapport au coût d'achat. Donc c'est le coût d'exploitation pendant le cycle de vie. Et c'est très très important. Alors les exemples, c'est notre ami Sim Koudi, il a parlé de l'éclairage LED, il a parlé des économiseurs d'énergie par rapport à la LED, par rapport au halogène, au sodium haute pression, etc. SHP, là j'ai mis HSP, donc entre 30 et 70% d'économie. Les moteurs à haut rendement, on va voir un petit slide là-dessus. Par exemple, la récupération de la basse pression dans les compresseurs à haute pression, par exemple les embouteilleurs qui font les bouteilles PET. Aujourd'hui, avec un compresseur à double étage, avec récupération de la pression latente en basse pression, ils peuvent faire jusqu'à 40% d'économie d'énergie, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste demander à votre fournisseur, à votre fabricant de machines, quelles sont les machines de dernière génération que vous avez, et calculer le retour sur investissement. Parfois, le fait d'enlever une machine que je croyais très performante, la remplacer par une machine de nouvelle génération, me permet d'amortir le surcoût lié à cette opération-là en 2 ans, 3 ans. Et on a vu beaucoup de cas comme ça. Donc, ce n'est pas que de la littérature. Alors, les moteurs à haut rendement, je l'ai mis pour lever un mythe. Parce que généralement, on parle de moteurs à haut rendement. Bien sûr, les fabricants, ils ont toujours tendance à gonfler les chiffres. Le moteur, il va vous permettre de faire 20% d'économie. Non. La réalité, c'est qu'un moteur à haut rendement, il va vous permettre de faire entre 3 et 4% d'économie. Parfois, c'est 0% d'économie.
Si la puissance dépasse 30 kW, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de différence. Au-dessous, vous faites des économies, mais c'est de l'ordre de 3 à 4%. Donc, si vous l'achetez au début, c'est-à-dire quand vous achetez votre machine, vous dites à votre fournisseur, je veux un moteur à haut rendement, ça va vous coûter 7% plus cher. Vous allez l'amortir en 2 ans, 3 ans. Mais si vous voulez enlever un moteur pour le remplacer par un moteur à haut rendement, là, vous allez l'amortir en 30 ans ou 35 ans. Donc c'est le temps, il n'aura même pas fait son cycle de vie, vous ne l'avez même pas amorti. Donc ça, c'est très important, ces 2 points-là. 3 à 4% d'économie, 30 kW maximum. Donc pensez à exiger des moteurs à haut rendement quand même quand vous achetez de nouvelles machines ou quand vous allez changer de moteur. Là aussi, quand vous avez rebobiné votre moteur une 2e fois, il ne faut plus faire de 3e fois parce que ça va coûter tellement cher en exploitation. Autant le virer, acheter un nouveau moteur à haut rendement et vous allez faire beaucoup d'économies d'énergie. Donc généralement, c'est des retours sur investissement de 3 à 5 ans. Bon, les fabricants, ils parlent de 18 mois, mais personnellement, je sais que ce n'est pas toujours vrai. Alors, les substitutions par des équipements, donc par exemple, je fais ça, c'est un cas d'école qu'on utilise pour les cours, les alimentations sans interruption, les onduleurs en général. Dans l'industrie, on va utiliser beaucoup d'onduleurs de grosse capacité, 400 kVA, 1000 kVA, etc. Alors, moi je vois des usines encore qui ont des onduleurs d'il y a 20 ans. Un onduleur d'il y a 20 ans, il a un rendement de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va me délivrer 100 kW, il va consommer 20 pour lui. Il va me donner 80. Donc il est gourmand. Aujourd'hui, il y a des onduleurs comme moi qui ont fait du régime. Et donc ils ne consomment que 5%, 6%. Donc avec des rendements de 94, 95, voire 98%. Et donc du coup, le fait de remplacer dans cet exemple un ASI, par exemple, un petit ASI, un petit UPS de 160 kVA, qui avait un rendement de 80%, une charge qu'il alimente de 100 kW, il va me coûter, alors ça c'était un exemple en euros parce que j'ai fait une conférence en Europe dernièrement et j'avais besoin de convertir, mais malheureusement je n'ai pas retrouvé le slide en dirhams, il faut multiplier par 10. Ça coûte 220 000 dirhams annuels, l'exploitation. Si je le remplace par un UPS, un onduleur de dernière génération, avec un rendement de 94%, je vous ai dit qu'il y a aujourd'hui des onduleurs à 97%. La consommation et le coût d'exploitation il est de 5 600 €, 56 000 dirhams. Donc là, je divise par 4 le coût d'exploitation. Et là, le retour sur investissement, il est de 19 mois calculé dans ce cas. C'est un cas réel là, moins de 2 ans. On a un onduleur qui fonctionne, qui est bien, qui est gentil, qui est de bonne marque. On va dire non, on ne veut plus de lui, on va l'enlever, on va mettre un de nouvelle génération, peut-être de la même marque ou autre, et on va amortir le surcoût en 20 mois. C'est extraordinaire. Donc il faut penser à le faire. Alors, autre chose, si on va plus loin, parce que les fabricants d'onduleurs aussi nous racontent des histoires, parce qu'ils veulent vendre des choses très chères. Donc ils vont nous dire, écoute, il te faut des onduleurs online, double conversion, parce que les micro-coupures, ça va avoir des problèmes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une norme qui s'appelle CBMA, ITIC, donc c'est l'International International Council, le Conseil mondial des fabricants de machines informatiques ou industrielles, qui a défini des règles. Et une machine, quelle qu'elle soit, elle n'a pas le droit de s'arrêter. C'est pour une micro-coupure qui va, par exemple, un creux de tension de 50%, c'est-à-dire la tension va baisser de 400 volts à 200 volts pendant 300 millisecondes. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne doit pas s'arrêter. Donc toutes les machines vont supporter, même les super serveurs qu'on a dans les data centers, ils supportent ça. Parce que dans la réalimentation à découpage, il y a des condensateurs. Et ces condensateurs-là, ils maintiennent l'énergie pendant Quand vous retirez la prise de votre ordinateur, il continue à être l'alimentation. Vous voyez la LED qui reste pendant quelques secondes. C'est ça. Et donc du coup, si au lieu d'opter par un onduleur online qui est énergivore, parce qu'il a besoin lui aussi de consommer pour fonctionner, j'opte pour un onduleur offline. C'est-à-dire que généralement, il y a un bypass. Et au moment où il y a une coupure ou un risque de coupure, il va basculer sur la batterie. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des basculements garantis en 3 à 4 millisecondes. C'est largement suffisant pour le plus puissant des serveurs, pour n'importe quelle machine. Et donc là, ça me permet de faire encore une économie d'environ 1 000 € ou 10 000 dirhams par an. Voilà. Alors, pour terminer, la dernière partie, c'est la substitution des sources dont on a parlé. Bon, il y a une partie théorique que je ne vais pas vous passer. Donc, EDF, il a fait des calculs pour avoir une formule quand est-ce qu'il faut substituer l'énergie, etc. Ça, on va le passer. On va vous passer ça. On va juste parler, donc ça dépend, cette formule-là, il va s'appliquer à certaines, par exemple, industries.
Par exemple, le séchage des carreaux, il faut trouver un mu de 4,6. Donc, après, si vous voulez, cette présentation, on va la mettre sur YouTube ou autre, ou alors on vous l'envoie si vous voulez et vous regardez ça à tête reposée. Mais ce qui est très très important, c'est voir des cas comme ça, par exemple le chauffage de l'eau sanitaire, par exemple, ou le chauffage de l'eau en général. Ça revient, c'est la même chose pour l'air ou autre. On prend un exemple ici. On a de l'eau chaude, par exemple. On veut chauffer de l'eau pour 10 douches par jour à raison de 50 litres par douche, c'est-à-dire pendant 220 jours par an. On va passer l'eau de 10 degrés à 55 degrés. D'accord? Et on va se poser la question, quelle est la meilleure technologie pour chauffer l'eau, par exemple? Quelle est la plus économe? La formule, la puissance qu'on va consommer, qu'on va appeler, c'est la masse de l'eau, donc en kilogrammes, fois le CP de l'eau, fois la différence de température sur 3,6 pour passer donc, des joules au kilowatt. Et pour cette quantité d'eau, on a besoin de 5756 kWh. D'accord? Après, donc on va se dire, si je chauffe avec l'électricité, bien sûr, 1 kWh thermique égale 1 kWh électrique. Si je mets une résistance, elle tire 1 kW, elle va me chauffer 1 kW thermique. Donc ça va être 5756 kWh électriques. À 1 dirham 30 le kWh, c'est 7500 dirhams par an. Maintenant, si j'utilise une chaudière à gasoil, le CP du gasoil est différent. Donc j'ai, pour 1 kWh, le pouvoir calorifique inférieur du gasoil, il est de l'ordre de 0,0387 gigajoules inférieur par litre. Et donc j'ai besoin de 595 litres de gasoil pour donner la même quantité de chaleur. Or, le gasoil, il était à 9 dirhams, maintenant malheureusement il est à 17 dirhams, donc mes chiffres, il faut que je les revoie. Mais il y a 6 mois, on payait 5300 dirhams. Aujourd'hui, vous allez payer plus que l'électricité. Donc vous voyez, c'est très important. Quand je disais tout à l'heure que les choix, par rapport à la substitution, c'est des choix à long terme. Il faut savoir connaître le coût de l'énergie. Les gens qui ont décidé, qui ont suivi mes conseils il y a 2 ans et qui sont passés de l'électrique au gasoil, ils se sont fait avoir. Mais ce n'est pas ma faute. Donc ça, c'est la faute à personne. Et donc, dans ce cas-là, on avait une économie de 29%. Maintenant, si on décide de chauffer avec du gaz butane, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on va introduire un élément dont on ne tient pas toujours compte. C'est l'élément régulation. Le gasoil, s'il n'était pas subventionné par l'État, me coûterait 5000 dirhams par an. Par contre, le fait que j'utilise du gaz butane, ce qu'ont compris nos agriculteurs, malheureusement, et donc ils utilisent beaucoup le gaz butane, la bouteille étant subventionnée, la bouteille de butane, ça me coûte 80% moins cher que d'utiliser de l'électricité. D'accord? Pourquoi? Parce que le gaz butane, il coûte moins cher parce qu'il est subventionné. Après, bon, en termes de gaz à effet de serre, donc on peut voir, c'est juste calcul, au Maroc, on est à 630-620 grammes de CO2 par kilowattheure, selon le mix énergétique. Donc, par ordre de priorité, si vous voulez une rentabilité par rapport à la chaleur, utilisez la récupération de chaleur. Si vous avez des compresseurs d'air, un hammam à la maison ou autre, donc vous utilisez la chaleur latente pour chauffer ou préchauffer l'eau. Ça va vous permettre de faire des économies gratuites. Le chauffage thermosolaire, mais attention aux appoints, donc au rendement du système, donc les plaques chauffantes. Le chauffage par chaudière à gasoil il y a 2 ans ou 1 an. Aujourd'hui, il est dépassé par l'électrique. Et les pompes à chaleur aussi. Donc on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc ça aussi c'est intéressant. Enfin, les installations photovoltaïques, c'est très intéressant aujourd'hui. Alors on a plein de solutions, autoconsommation raccordée au réseau, solutions autonomes off-grid, non accordées au réseau, les solutions hybrides, l'éclairage extérieur dont a parlé M. Mkouidi tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des solutions qui permettent aujourd'hui de faire des économies énormes en termes d'énergie. Et surtout, ce qui est important, on réduit ou on élimine le facteur imprévu, comme on a dit tout à l'heure. L'électricité était trop chère l'année dernière, maintenant il est moins cher que le propane ou le gasoil, que le gasoil surtout. Mais si je produis moi-même mon électricité, je fixe le coût, je le sais. Pour 25 ans, mes panneaux, si j'en prends bien soin, ça me coûte ce que ça me coûte. Ça ne va pas changer parce que, avec les prévisions des astronautes, le soleil ne va pas s'éteindre avant des milliards d'années. Donc a priori, on aura du soleil encore pendant quelques années, pendant des millions d'années. Et donc là, on a des rendements, des retours sur investissement de 4 à 6 ans en général, avec jusqu'à 35% d'économie.
Par contre, le dernier point sur lequel je vais insister, et je vais m'arrêter, c'est l'importance du monitoring. Quand on fait une installation photovoltaïque, le faire sans monitoring, ça revient à faire une installation et jeter son argent et se cacher les yeux, et se fermer les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai fait un investissement, il faut que je m'assure à tout moment que mon installation fonctionne. Chaque heure où l'installation ne va pas fonctionner au nominal, c'est de l'argent que je perds. Les panneaux ont crassé, il y a un fusible qui a sauté, il y a un ombrage, un arbre qui est monté, etc., etc. Il faut que je puisse avoir du monitoring, des systèmes aujourd'hui, ça existe, il y en a plein sur le salon qui les exposent, qui me permettent d'avoir des alertes pour dire attention, le productible, il ne correspond pas à ce que moi j'ai calculé. Allez voir ce qui se passe. Ou alors tel fusible, il a sauté, etc. Donc, pour que ce soit rentable, il faut faire du monitoring. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas très long. Et je suis à votre disposition pour les questions. S'il y a des questions, sinon on va à la chasse aux papillons. On donne quand même deux questions.